Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un nouveau livre que je viens de recevoir, qui est le 3e volume des Archives de l'Empire. Alors, ce livre, je l'ai depuis un certain temps et il a porté à polémique, notamment sur le Discord anglais de la Writers Guild, donc qui est l'équivalent du Ratnier bretonien en langue anglaise, et l'endroit un peu où il y a beaucoup de gens de Kill 7, où il y a beaucoup de fervents fans de Warhammer, et quand le PDF est sorti, parce que le principe c'est que quand vous achetez en anglais, c'est une précommande sur le livre physique que vous faites, ou alors vous achetez le PDF, et tout de suite vous avez le PDF, et le livre physique, lui, ne sort que... moi, je crois que je l'ai acheté l'année dernière en mars, et je viens de le recevoir. Donc après, pas mal de soucis parce que j'ai déménagé, et que Kill 7 arrêtez pas d'envoyer le livre à mon ancienne adresse, donc ça ne marchait pas. Alors, avant qu'on arrive un peu sur ce livre qui est polémique, et qui, moi, m'a pas mal déçu, je vais un peu vous gâcher la fin, je voulais juste rappeler, donc, au niveau des nouveautés. Sur Kill 7, on sait qu'il y a un nouveau jeu Warhammer qui a été annoncé, qui est The Old World. Donc The Old World, c'est après les End Times, donc où tout le monde est mort, et en gros, les Skaven ont tout pété. Et qu'on a eu Age of Sigmar, Games Workshop a décidé de relancer un nouveau jeu de figurines, The Old World, qui se passe durant la période des 3 empereurs, donc bien avant la réunification et la grande guerre contre le chaos, avec Magnus le Pieux notamment et Teclis. Et ça va sortir bientôt, je crois que c'est sorti début janvier, et du côté du jeu de rôle, chez Kill 7, c'était calme plat. C'est-à-dire qu'en gros, ça faisait 6 mois qu'on nous avait annoncé, ouais, vous allez voir, il va y avoir plein de sorties. Alors on était là, genre génial, un truc sur les hauts elfes, on va avoir un truc sur les nains, sur les orques, ça va être super. Et en fait, il n'y a rien du tout. Et le seul bouquin qui était prévu devait sortir en septembre 2023, qui s'appelait Deft Hand Light Step, donc doigt de velours, enfin pas de velours et doigt de fée, qui était consacré aux rangers et aux voleurs. Et le livre n'est jamais sorti. Donc on arrive en janvier, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar et tout, il n'y a rien. Et fin janvier, pour coïncider avec la sortie, il y a cette annonce de Kill 7 qui disent qu'ils vont sortir un nouveau jeu de rôle. On n'en sait pas du tout plus, on sait juste que ça va être un autre jeu de rôle, donc est-ce que ça va être un autre système? Est-ce que ça va être un peu entre Wrath and Glory et Imperium Maledictum? On va avoir d'un côté un jeu D6 qui va être assez violent, assez haut niveau, et de l'autre côté un truc beaucoup plus Warhammer 4, niveau des fossés. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Je vais pas supputer 107 ans là-dessus, j'ai aucune idée de ce qu'ils préparent. Ce que bien sûr beaucoup de gens voudraient, et moi j'en fais partie, c'est faire juste un supplément qui permettrait de convertir la V4 avec un supplément historique, The Old World, pour pouvoir jouer durant cette période. Voilà, c'est juste ce que je peux dire. Et il y a un autre truc, ce qui est bien, c'est que 2 semaines plus tard, on a eu le droit à une sortie furtive du livre sur les orques, qui devait sortir beaucoup plus tard, qui s'appelle Tribes and Tribulations, donc que moi j'appelle de pire en tribu en français, qui grosso modo est un complément sur les orques. Je ferai une vidéo dessus. Par contre, vu que j'ai que le PDF, je ne montrerai pas le PDF, c'est une règle personnelle. J'estime que tant que le livre n'est pas disponible physiquement, j'ai pas à vous le montrer. Je vous ferai un débrief, bien évidemment, je l'ai lu, il y a pas mal de petites choses à dire. Donc revenons à nos moutons. Comme vous le savez, la grande tradition chez Warhammer, c'est de sortir des apocryphes, des compagnons. En plus, Kill 7, eux, ce qu'ils adorent particulièrement, c'est faire des bouquins qui sont pas tellement encyclopédiques, comme dans la V2, où par exemple, la V2 sur la Brétonie, vous aviez l'histoire de la Brétonie, machin, enfin tout de A à Z sur la société et la culture. Ils aiment plutôt faire des articles qui sont reliés par un fil d'Ariane, qui vous permet de suivre le sujet à travers différents angles et différentes approches, sans jamais offrir quelque chose de parfaitement encyclopédique complet. Et par exemple, Tribes and Tribulations, donc le livre sur les orques, c'est exactement ça, parce qu'en fait, c'est une présentation de tribus. Chaque tribu représente un orque différent, donc il y a des orques, les hobgoblins, les machins, mais à aucun moment on a vraiment quelque chose d'extrêmement dense, à part un chapitre introducteur. C'est pas vous saurez tout sur les orques, non, c'est pas du tout ça, c'est juste, on va vous donner par l'exemple des cas d'utilisation des orques, mais voilà, c'est pas non plus, c'est une autre façon de faire, pourquoi pas. Elle a ses adeptes et elle a ses détracteurs. Voilà, après chacun voit midi clairement à sa porte. En tout cas, ils sont pas prêts de changer. Ce qui nous amène à Archive 3, qui a fait beaucoup de bruit, pour une raison simple, c'est qu'il y a eu des petits soucis sur les PDF et il y a eu pas mal de petites redites. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc comme d'habitude, on commence par la superbe carte, mais hélas très compressée, qui était sortie dans le volume 5 de la campagne impériale Empire & Ruins, donc qui vous donne une superbe carte du vieux monde, et en particulier de l'Empire.
La meilleure partie du bouquin, à mon avis, c'est la couverture. Je la trouve absolument magnifique avec, comme vous voyez, chacun des éléments, vous pouvez trouver le crâne de Kane, les pièces d'Andrich, le culte de Ria, et bien sûr des petits papiers avec le logo d'Aldorf. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Au programme, donc on va avoir du business, du pognon, des armures, des dieux mineurs, le culte de Ria, des familiers, des choses sur Aldorf, des choses sur le channeling à nouveau, donc la focalisation, et un PNJ. On commence par une introduction de 2 pages par la princesse Isabella von Holzwig-Leisten, que je rappelle qui est un personnage qui est introduit dans Archive 2 sur l'asile, sur le grand hospice de Chalia, puisque selon qui vous interrogez, soit c'est une folle qui se prend pour la sœur de l'empereur, soit c'est vraiment la sœur de l'empereur, et ce qui voudrait dire que le prince couronné Wolfgang, qui est le neveu de l'empereur, qui a un rôle très important dans la 5e partie de la nouvelle campagne impériale, est potentiellement le fils de cette dame, et cette dame étant un peu folle, en fait elle a un pouvoir de précognition, elle a des visions, ça pourrait expliquer certaines choses sur son fils. Mais je n'en dirai pas plus, parce que sinon je vous divulguerai fortement la campagne. Si vous voulez être gâché plus à même, je vous conseille de voir ma vidéo sur les PNJ. Et donc voilà, c'est 2 pages vraiment pour introduire ce que vous allez voir dans le bouquin, le style est plutôt sympathique. Premier chapitre, les business et les entreprises dans le jeu. Donc, pour faire simple, ce chapitre propose, selon le type de votre personnage, de racheter un commerce et de le faire fructifier. On vous propose différents types de commerce. Donc, il y a 8 exemples. Il y a par exemple un service de courrier. Donc, vous délivrez des messages à travers tout l'Empire, un atelier, un gang de criminels, un temple consacré, un ordre de chevalerie, une taverne et bien évidemment un marché, ainsi que, si jamais vous avez des nobles, vous gérer un domaine de nobles, ou avoir, je sais pas moi, un cirque, une pièce de théâtre, et même éventuellement une imprimerie, qui sait. Le système est toujours le même. On vous donne des exemples, on vous propose quelles sont les carrières qui peuvent avoir accès à cela, et combien ça coûte. Vous faites un paiement de base. Ce paiement est généralement compris entre 1 couronne d'or et 10 couronnes d'or, 1 couronne d'or minimum, et vous avez un créditeur qui va dire « Ok Coco, moi je t'avance le reste de la somme, mais tous les downtime, donc à chaque fois que vous arrêtez l'aventure, rappelez-vous, il y a un chapitre dans le bouquin de base qui s'appelle « Entre les aventures », ce créditeur vous demande de l'argent. Si vous ne payez pas, vous êtes dans le caca. Donc il va d'abord insister, puis après il va vous casser les jambes, enfin voilà, c'est un peu la totale. Cette somme n'est pas forcément élevée au début, mais elle peut monter en grade. Et à côté de ça, votre commerce vous permet plusieurs choses. Il vous permet évidemment de vous enrichir. Donc on vous demande en général de faire un jet de commerce lié à ça, sachant que ça peut être votre joueur qui le fait, mais ça peut être aussi des gens qui vont être recrutés par votre joueur. Vous avez des employés au fur et à mesure. Vous pouvez également bénéficier des différents objets qui sont présents. Donc là, c'est plus un côté déconne. Warhammer, généralement, c'est des objets. On vous laisse que des objets pourris dans la manufacture, dans l'entreprise. La personne qui a pris ses clics et ses claques avant, il dit bon salut Coco, et vous êtes tout laissé en dawa. Il y a des règles spéciales. Et ça, c'est plutôt pas mal. Des règles spéciales qui vous donnent c'est un bonus en fait. C'est un bonus qui vous donne, par exemple, si vous avez l'imprimerie, vous pouvez apprendre à lire et écrire très facilement. Si vous avez le service de courrier, vous pouvez avoir des gros bonus, des plus 20, des plus 40 sur la région où est établi, parce que sur une région ou une carte, parce qu'en fait, on part du principe que les messagers connaissent extrêmement bien tous les environs. J'en passe à des meilleurs. L'expansion, donc l'expansion, c'est le fait que, un peu comme dans les jeux vidéo, il y a un tiers 1, tiers 2, tiers 3. Vous commencez, il est tout petit. Si vous dites au créditeur, je vais faire un nouvel emprunt pour avoir un plus gros truc, ok Coco, donc vous devrez payer plus cher évidemment, mais ça vous permet d'avoir plus d'effets, donc vous pouvez embaucher des gens supplémentaires, vous avez les règles sont améliorées, vous avez des bonus encore plus conséquents, par exemple le temple, ça commence à un sanctuaire, après ça devient un temple, et enfin au niveau 3 c'est un lieu de pèlerinage, et le lieu de pèlerinage lui a carrément une bénédiction qui est toujours active, et un miracle qui est beaucoup plus facile à lancer, donc ça vous laisse imaginer un peu les choses conséquentes que vous pouvez avoir. Les coûts, parlons-en, parce que c'est ça qui a fait beaucoup gueuler quand le bouquin est sorti, c'est que les coûts, quand le livre est sorti, le PDF, c'était minime. C'est-à-dire qu'en gros, votre ordre de chevalerie, là, l'ordre de chevalerie, il vous fallait 150 pièces d'or en tout pour l'avoir au niveau 3. Donc en gros, pour avoir un contingent et une commanderie de chevaliers, 150 couronnes d'or, et vous pouviez claquer des doigts, et vous aviez 25 cocos en full play qui arrivaient pour défoncer tout. Donc voilà, les gens étaient un peu là en se disant...
qu'est-ce qui se passe? Donc ça a été corrigé, vous inquiétez pas, mais ça montre encore une fois la difficulté de relire de la part de Cubicle 7 malgré leur entrain sur certaines choses. Donc c'est quand même un chouette chapitre, et on finit par vous donner des événements alternatifs, parce que ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous êtes en downtime, vous avez une table d'événements qui peut arriver, vous lancez un dessin. Si vous faites un score bas, vous êtes dans le caca, parce qu'en gros, c'est des trucs, bah voilà, il y a l'inflation, vous êtes au bord de la banqueroute, c'est la récession, c'est un cauchemar, et si vous faites des gros scores vers 100, c'est génial. Donc vous avez plein d'argent, ça marche du tir de Dieu, il y a même des gens qui veulent vous racheter votre entreprise, donc et vous pouvez partir à la retraite si vous la vendez, donc c'est plutôt cool. Et la dernière chose que vous avez, donc il y a des événements qui sont spéciaux, qui sont liés sur la table, et qui sont personnalisés, qui correspondent en fait à votre type de commerce. Ce qui est plutôt sympa, je trouve, c'est sympa d'avoir pensé à ça plutôt que faire un truc entièrement générique. Et enfin, donc vous avez des petites amorces d'histoire, si vous voulez faire un petit scénario avec, et on finit par un PNJ qui peut potentiellement vous donner accès, enfin, qui veut vendre ou rafistoler son commerce, et qui va venir vous voir. C'est comme dans les jeux vidéo, il y a un mec qui est désespéré, il vient vous voir, est-ce que vous pouvez retaper mon truc? Parce que j'ai fait Yakuza récemment, le dernier, c'est un peu ça. Il disait, ah, mais mon île, elle est toute cassée, est-ce que vous pouvez la réparer? Mais bien sûr, mon bon monsieur. Je n'attends que ça. Et à la fin, vous avez enfin donc un exemple de créditeur, sachant que bon, vous avez un peu tout. Ils sont assez violents en général, comme je disais, ils commencent par venir vous voir, dire si vous ne payez pas, ils vont vous parler, ensuite ils vont faire un avertissement, ensuite ils vous égorgent. Donc on va faire assez attention. Et le chapitre se finit par la description de 3 magasins particuliers, avec chacun un secret. Grosso merdo, c'est dans 2 des cas, donc il y a un lien avec la campagne impériale, puisque le premier, la compagnie d'export de Salzen Moon est en fait une couverture pour Nastasia, qui est l'agente du baron Heinrich dans Le Poil à le trône, qui va vous sauver les miches. En gros, à chaque fois, vos joueurs sont paumés par le scénar et peuvent venir pour vous filer un coup de main. Ensuite, on a un verrier, un souffleur de verre qui vient de Tillé, qui en fait s'est fait voler son chef-d'œuvre par un certain Maïs Ransa, qui est le grand big bad guy du 4e du Racornu. Et le 3e, c'est Gert, c'est une sorte de taverne où on entend des voix, et s'il y a des émanations, il y a des apparitions de grand-père Reich, on ne sait pas trop pourquoi. La majorité, comme d'hab, des illustrations sont très jolies, mais il y en a beaucoup qui sont reprises du bouquin de base ou d'autres. En fait, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Ils ont un peu besoin des fois de combler les trous. Chapitre qui m'est tombé des mains, je vais pas mentir, Suits of Tears, donc c'est vraiment sur les armures, comment rafistoler les armures, comment looter les armures, comment améliorer les armures, voilà, c'est un peu comment avoir des règles supplémentaires sur les dégâts des armures, et enfin une nouvelle catégorie d'armures, donc une recomposition des armures selon les règles qui sont énoncées dans les pages précédentes, ainsi qu'un nouveau niveau d'armure qui est la brigandine. Je vais être honnête, je vois pas trop l'intérêt de se farcir encore. Le Warhammer est un jeu qui est assez crunchy, où il y a beaucoup de règles déjà. Est-ce que vous voulez vous farcir des règles supplémentaires? Je sais pas. Ça c'est à vous de voir, mais moi très clairement, c'est pas le cas. On arrive sur le culte d'Andrich, donc en gros dans le bouquin, il y a pas mal la grande partie du livre est consacrée à des cultes mineurs ou à la vieille foi. Donc Andrich, je rappelle, c'est un dieu du commerce qui vient du Wasteland, donc la région qui était entre Marienburg et l'Empire, et qui une sorte de méga Trump, enfin Trump Art of the Deal, qui est là pour faire de l'argent, qui veut toujours que l'argent soit fait. Enfin, vous devez être impitoyable, mais vous devez jamais tricher. Donc voilà, c'est pas mal de petites choses assez rigolotes. On a une description très standard, comme c'est très bien faire Cubicle, avec une page sur les croyances, une page sur les personnes importantes, une page sur les us et coutumes. C'est très bien fait. Hein. Je veux dire, pour moi, c'est le meilleur système pour forger des cultes. Encore une fois, on est sur un petit peu des choses ressassées, parce que dans la 2e édition, à la fin de la 2e édition, quand FFG a racheté quand FFG a racheté les droits et que Black Library a dit bon bah nous on arrête, ils ont dû quand même finir 2 choses qui avaient été amorcées par Black Library. Il y avait un gros compagnon, donc un compagnon qui était immense avec toutes les carrières, et Shades of Empire, qui est un petit livre en fait avec qui parle de 6 ou 8 organisations dans l'Empire, et il y en a une, c'est les frères d'Heinrich, qui est en fait une sorte de compagnonnage sur les cultes d'Heinrich. Donc je pense que la majorité des choses viennent de là, en fait, sachant que c'est un peu des mafieux aussi, donc c'est un peu bizarre. Il y a aussi un chapitre sur les dockers, il y a un chapitre sur la Navy, donc j'ai un peu l'impression il y a beaucoup de choses qui ont été réutilisées. Mais c'est tant mieux quelque part, parce que ce bouquin est inaccessible, en fait, il existe que en VO, et c'est plutôt cool de réutiliser des choses, car on sait qu'elles seront traduites un jour ou l'autre en français, donc ça c'est bien.
On finit donc évidemment par la carrière qui va bien, avec les pouvoirs, les machins, donc des pouvoirs pour forcer les gens à respecter les deals notamment. Superbes illustrations comme d'habitude de Sam Manley que j'aime beaucoup, qui est très coloré, qui est très sympa. On arrive donc sur un chapitre un peu pot pourri, qui va mêler à la fois la vieille foi, les dieux mineurs. Première chose, le culte de Cain, où là moi j'ai fait un peu la gueule, j'ai fait mais attends, vous me parlez de dieux mineurs, mais en fait Cain il a il a même pas de page quoi. Et il n'y a pas de... c'est juste ça, voilà. Donc ils ont fait ça en 2 petites pages. Ensuite on arrive assez curieusement sur le culte de Solkan. Donc on revient sur la première édition, avec l'acceptation des dieux des lois. Donc je suis pas un expert, mais durant la première édition, le jeu était très limite borderline sur l'inspiration Moorcock. Et aux dieux du chaos s'ajoutaient les dieux de l'ordre, de la loi, qui étaient beaucoup plus facho borderline que les nouveaux dieux, quoi. Donc que les Ria, les Tal, les Sigmar, c'est pour dire. Et donc Solkan, c'était le dieu des paladins, c'était vraiment le dieu de certains répurgateurs, mais il fait passer les répurgateurs pour les enfants de cœur. C'est le dieu de la vengeance, la vengeance juste, enfin, il est très facho. Et là, hop, on a eu une petite carrière de Solkan. On a rien eu pour Cain, mais par contre, Solkan, c'est open bar. Et c'est assez violent. On rappelle quand même dans le bouquin que vous n'êtes pas censé jouer un prêtre de Solkan parce qu'ils sont très justement fachos. Et il y a un petit encart, justement, c'est cool, sur les dieux de la loi, pour rappeler ça. Donc je trouve ça sympa que Games Workshop ait lâché du lest là-dessus, parce que c'était un truc qui était un peu oublié, laissé de côté. Mais avec leurs efforts qu'ils ont faits, notamment sur Lustria, que je vais recevoir, j'espère, ce mois-ci, on voit qu'il y a des nouvelles directions qui sont prises, et des choses qui sont acceptées qui n'étaient pas avant. Donc ça, c'est super chouette. On arrive sur le culte de la vieille foi. On a pas mal d'éléments qui sont tirés évidemment de la V2, je vais pas vous mentir, dans le bouquin qui était sur les royaumes de la sorcellerie. Là, on a tout un encart sur Albion notamment qui vous explique en fait comment Albion s'est protégé. Donc c'est l'île de Brume qui est au large de la Brétonnie et comment ces nuages magiques ont permis de protéger l'île du chaos, mais hélas aussi de la rendre autarcique et donc de peu à peu faire dégénérer toute la culture des géants et de la vieille foi qui y régnait. On vous explique en plus comment jouer un près de la vieille foi. Donc là, ils ont fait un truc assez intelligent. Ils ont juste dit, bah écoutez, ça, il n'y a pas grand-chose qui change. Vous avez le droit à 3 carrières et vous n'avez pas de miracle. En fait, les miracles, c'est des bénédictions supplémentaires que vous pouvez prendre. Ce que je trouve plutôt logique. En fait, ça fait qu'un prêtre potentiellement de la vieille foi a accès à toutes les bénédictions, ce qui est quand même assez overkill déjà, je trouve. Donc c'est plutôt pas mal. Après, voudrez-vous jouer un prêtre de la vieille foi? Je ne sais pas. Et on passe sur les Edge Witch. Donc les Edge Witch, c'est les, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais en gros, c'est les gentilles sorcières qui sont plutôt de la magie sympathique, des trucs, les rebooteuses et les marabouts, avec un historique, bien évidemment, qui est intégralement revenu de la seconde aide. Et la plus bizarre, par contre, c'est au niveau de la magie, parce que, si je me rappelle bien dans le bouquin de base, les sorts de Edgecraft étaient essentiellement à CN0. Donc CN0, ça veut dire que quand vous lancez le sort, c'était comme les cantrips, les sorts simples, il n'y avait pas de difficulté. Donc c'était toujours des sorts simples, extrêmement mineurs, et maintenant on a des sorts qui sont introduits avec des CN de 9, de 4, donc l'Edgecraft devient quasiment un vrai savoir de magie, comme les vents, comme la sorcellerie, comme la vraie sorcellerie. Pourquoi pas? Après, je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs, encore une fois, qui voudront jouer des Edge Witch, mais c'est bien, ça permet encore d'ajouter un certain panel, et ça permet d'avoir accès aux petites choses mineures. Ensuite, on arrive sur le culte de Ria, auquel moi je suis assez attaché parce que j'avais, pour aller très vite dans ma campagne, j'avais un prêtre de Tal. Et quand vous arrivez à la fin de Mort sur le Rail, vous êtes dans un petit village qui s'appelle Unterbaum, qui se trouve à la lisière des collines stériles, où bon bref, je vous passe le détail, il y a une malpierre, il y a des fantômes. Et il y a un druide, il y a un prêtre de Ria mâle, dans la V1 c'était un druide qui s'appelle Korobeth, qui doit vous guider. Et moi, j'avais déjà joué le début de la campagne il y a très longtemps, donc pour surprendre un peu mes joueurs, même s'ils avaient tout oublié, j'ai dit, Korobeth il est mort. Il s'est fait tuer par les Skaven ou par, je sais plus, ETK-RZN. Mais par contre, sa fille, c'est une apprentie de Ria, et il y a une paysanne qui est décrite dans le bouquin, qui s'appelle Astrid. Et je dis, c'est elle, machin. Elle va vous guider, mais elle n'est pas aussi douée que son père, donc ça va être un peu la galère. Et à la fin, mon prêtre de Tal, quand il s'apprête à repartir, il fait c'est bien tout ça, mais tu vas venir avec nous. On t'embarque et tout, parce que moi je suis prêtre de Tal, et c'est important que j'ai quelqu'un de Ria avec moi, parce que blablabla et tout. Et en plus, c'était un joueur son personnage était très doué pour bullshiter. Et donc je dis non, mais ça marchera jamais ton truc. Et il a fait un critique, et donc il s'est retrouvé avec une prêtresse de Ria avec eux. Et c'était assez marrant parce que à un moment, les joueurs ont perdu leurs personnages principaux, ils ont dû jouer avec les sidekicks. Et donc j'ai un des joueurs qui a récupéré la prêtresse de Ria.
et qui me dit, mais j'ai quoi comme sort, j'ai quoi comme miracle? Je lui dis, ben, tu peux faire pousser les récoltes plus vite, tu peux être sûr que les femmes aient des enfants. Il était là, genre, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc ce livre, ce chapitre permet un peu de remédier à ça en donnant plus de couleur à la femme de Ria, notamment par ses différents aspects, par les ordres qu'elle peut avoir, les différentes personnalités, et une classe supplémentaire, à savoir que, comme dans tous les bouquins, vous avez accès peu à peu, lentement mais sûrement, toutes les classes de prêtres sont données. Enfin, les carrières de prêtres, par exemple. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le bouquin de base, le prêtre que vous avez, c'est un prêtre de Sigmar. Et ça se voit tout de suite, parce qu'au niveau des compétences, et au niveau du statut social, c'est pas tout le même. En effet, là, par exemple, la prêtresse de Ria, elle est Silver 5, donc c'est pas très élevé, alors que le prêtre de Sigmar, il est Gold 3, je crois. Enfin, là, c'est assez important, et c'est bien. En plus, ils ont des spécificités qui sont assez différentes. Il est sûr qu'un prêtre de Sigmar va rien connaître à l'agriculture, alors qu'une prêtresse de Ria, c'est un peu une experte. Petit truc assez chouette, j'ai trouvé, c'est qu'ils ont rajouté un aspect à Ria, et aux prêtresses de Ria, c'est la capacité de commander les esprits de la Terre. Donc vous avez différents esprits, et vous pouvez les invoquer avec l'un des miracles, et leur donner des ordres. Je trouve ça plutôt cool, et ils ont une compétence aussi, connaissance des esprits, donc ça rajoute un côté global, vraiment mère nature, sur le plan spirituel à Ria, qu'on avait un peu oublié ou laissé de côté. Et mon préféré, c'est la rage de Ria, qui fait que vous vous transformez en super guerrier ou super guerrière, ne soyons pas sexistes, quand des enfants ou une ferme est mise en danger. Et là, vous gagnez des scores de porky, vous tapez comme un malade, enfin c'est assez rigolo. On arrive sur un chapitre sur les familiers, pourquoi pas, qui a été déjà un peu traité dans Winds of Magic. Comment renforcer vos petits animaux, comment les rendre, créer des liens de plus en plus forts. Si vous avez un magicien, ça va l'intéresser, il va foncer dessus. Hein. Si vous n'avez pas de joueur magicien, bon, je pense pas que ça soit très très utile. Après, ça reste chouette, donc il y a des capacités pour les modifier, pour les rendre plus intéressants et plus exotiques, dirons-nous. Et j'aime beaucoup cette illustration du petit chat qui a les yeux qui brillent. Et on arrive, hélas, sur le contenu un peu foutage de gueule du bouquin. Donc, Aldorf, un monde à soi-même, qui sont en fait 2 pages. Vous voyez, il y a 2 pages sur comment créer un personnage à Aldorf. Et je suis là, genre, qu'est-ce qui se passe, quoi? En gros, il y a l'un des auteurs, collaborateurs de Cubicle 7 a dit oui, mais tout ce qu'il y a dans les compagnons, tout ce qu'il y a dans les archives, c'est des choses qui ont été demandées par les joueurs. Et je suis là, genre, non mais, vous pouvez pas dire qu'après avoir sorti un bouquin d'Aldorf de 200 pages, faut dire la vérité, en fait. C'est un élément du bouquin d'Aldorf qu'ils n'ont pas eu la capacité de mettre dans le livre de base, donc ils le foutent là, quoi. Et ça fait, c'est le compagnon. Et je trouve ça je trouve ça assez naze, en fait, personnellement. On arrive, et là on continue de plus belle, sur des règles alternatives de channeling, qui sont en fait... Quand j'ai vu ça, on était là, genre, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, sur le Discord? En gros, c'est les règles alternatives de channeling, donc de canalisation, qui étaient présentes dans Winds of Magic, qui sont répétées sur une page. Et leur truc, c'est de dire, oui, mais c'est comme ça, vous n'allez pas avoir Winds of Magic. Je suis là, genre, mais attends, je vais pas acheter... Enfin, je défie quiconque qui joue un magicien ou qui a envie d'avoir les règles de magie, de se dire, tiens, je vais acheter un Archive of Empire, plutôt que le bouquin consacré à la magie, qui fait plus de 200 pages. Enfin, c'est aberrant. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que là, il y a un vrai truc qui est super intéressant, qui est les counts, qui sont des manières... En gros, si vous canalisez un sort, par exemple, je sais pas, vous avez un sort qui a un CN de 4, donc vous devez atteindre 4 sur vos dés de réussite, vous faites 6. Donc vous en avez 2 en trop. Normalement, ça disparaît, vous les épicez. Et là, en fait, vous pouvez utiliser ces choses supplémentaires, ou même juste comme ça, en fait, sans lancer de sort, pour vous donner des bonus. Par exemple, si vous avez Gur, la connaissance des bêtes, vous pouvez utiliser un de ces dés de réussite, ces degrés de réussite, pour gagner le trait qui fait peur. Vous pouvez faire pousser, vous faites plus mal avec vos armes, enfin comme si vous aviez des griffes. Et tout est fait, ou vous augmentez d'armure. Là, augmentez vos armures de cuir. C'est vraiment très très bien, il y en a pour chacun des lores. C'est extrêmement malin, c'est une super manière de diversifier l'utilité des magiciens. Et ça, j'aurais bien aimé avoir là dans Winds of Magic, par exemple. Et on finit par un drôle de chapitre, encore une fois, qui, à mon avis, devait être glissé dans les Uberstrike Adventures ou quelque chose lié à Uberstrike, puisqu'on va suivre le seigneur Adalbert Knop Inzel, qui est un chevalier errant, vieux, qui veut remettre les Jungfraud sur le trône d'Uberstrike. Donc voilà, on vous dit juste un petit peu comment le rencontrer, qui il est,
et pourquoi il n'est pas mort, en fait, comment il arrive à survivre sans cesse, et la troupe qui l'entoure. Et là, on est vraiment sur un système de PNJ où, plutôt qu'avoir des gens typiques, il a carrément un peu une troupe de Warhammer avec un prêtre de mort sarcastique, une con artiste, donc une arnaqueuse, son écuyer, bien évidemment, et un saltimbanque nain. J'en avais un dans mon groupe, donc ça arrive. Et voilà, c'est cette espèce de brochette un peu débile de personnages qui se retrouvent là-dedans. Donc on a fait le tour, 95 pages de compagnons, certes. Encore une fois, je peux pas trop... Je crois que c'est vraiment une fois où je peux pas vous conseiller le livre. Moi, je reste sur l'idée que... Oui, on va me dire, mais Archive, c'est des compagnons, ça a toujours été ça. Que les compagnons, ça a toujours été un peu pourri de choses qu'ils pouvaient pas mettre ailleurs. Alors je dis, ok, d'accord, mais là, très honnêtement, je doute qu'il y ait beaucoup de choses dans ce livre dont vous ayez besoin. L'e-commerce, c'est cool, ça offre des possibilités supplémentaires sur le downtime, donc quand vous êtes en tour de partie, mais la question, c'est ce que vous allez faire. La vieille foi, les Solcan et compagnie, c'est très intéressant, mais est-ce que vous allez vraiment avoir des joueurs qui vont jouer ça? Alors peut-être pour des PNJ, mais encore, c'est très mineur. Bon, RIA, moi, ça m'intéresse, mais clairement, je sais pas si vous allez avoir beaucoup de joueurs qui vont vouloir jouer des prêtresses de RIA. Les règles de magie, bon, je vais pas revenir dessus. Non, vraiment, c'est le premier bouquin où moi, j'achète tout, parce que j'aime bien ce que fait Cubicle 7. Je rappelle, moi j'ai commencé avec la V2, j'avais acheté un ou deux bouquins parce que je jouais dans la campagne impériale. La campagne impériale de mon pote a capoté, et moi j'avais trouvé le premier bouquin de la campagne impériale V1 dans une braderie, à 5€. Et j'avais commencé à la faire jouer à des potes, on a arrêté, et bon, après j'ai complètement lâché l'affaire, et c'est un autre ami qui m'a fait découvrir la V4 que je connaissais pas. Et on a fait le séance d'introduction et j'ai commencé à acheter parce que j'aime beaucoup la composition, j'aime beaucoup l'écriture. Je trouve que l'habillage des bouquins est super, enfin c'est très très chouette. Ou la V2, je trouvais qu'elle était bien, mais je trouve qu'elle était un peu dense, un peu chaotique. Des fois l'illustration était pas toujours top. Et là j'y retrouve mon compte. Mais très clairement, si vous n'êtes pas collectionneur, je peux pas vous conseiller ce bouquin à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est une note amère pour finir une chronique. Mais je pense que je devais vous donner mon compte rendu honnête. Donc ça va être tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker ou simplement à partager autour de vous. Encore une fois, moi je fais pas ça par investissement monétaire, j'en ai rien à foutre, j'ai déjà un boulot, merci beaucoup, je joue plus trop à Warhammer, mais bon voilà, je joue à Sigmarou. Mais je trouve que c'est important, parce que moi ce que j'aime c'est que quand je sais pas si je vais acheter un bouquin, que quelqu'un me propose, me fasse, au moins que je puisse le voir physiquement, et puis qu'on donne un petit aperçu. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, encore une fois, merci d'avoir regardé, et puis à la prochaine. Allez, salut!